Bienvenue dans l'Almanach, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 8 juin 1787. Le lieu, Rennes. L'épicier Charles Lemaire fait faillite. Les documents établis suite à ce dépôt de bilan décrivent à leur manière le quotidien d'un petit commerçant urbain du XVIIIe siècle. Charles Lemaire, on le connaît grâce à sa faillite, et il se présente comme marchand épicier, marchand de vin et marchand de cidre. Sclérens Cuillet est docteur en histoire à l'université Rennes 2. Elle est spécialiste des pratiques marchandes dans l'ouest de la France et a publié sa thèse sous le titre « Les échanges du quotidien, le commerce alimentaire en Bretagne au XVIIIe siècle ». Dans les dossiers de faillite, on a une source extraordinaire, parce qu'on y trouve beaucoup de choses. Certains, comme Charles Lemaire, vont expliquer pourquoi ils ont fait faillite. Et là, c'est très intéressant, parce qu'on entre dans le quotidien du marchand, on entre dans ses difficultés. À travers ce personnage, nous allons approcher les réseaux commerciaux régionaux et internationaux qui permettent l'essor des boutiques au XVIIIe siècle. Mais tout d'abord, comment les Bretons se nourrissent-ils au XVIIIe siècle? Et j'imagine qu'il y a des différences importantes, notamment entre ville et campagne. On a tout d'abord, pour la majorité des Bretons, donc qui sont bien entendu la plupart ruraux, une alimentation qui vient de la production locale, avec des grains, qui est une composante essentielle de l'alimentation du plus grand nombre à l'époque moderne. Et spécialement en Bretagne, on se nourrit de galettes, de bouillies de sarrasin également, qui, de fait, permettent à la province d'exporter d'autres céréales consommées ailleurs, que sont par exemple le froment et le seigle. Donc une base céréalière, et à cette base céréalière s'ajoutent des fruits, des légumes, mais aussi en Bretagne, parce qu'on a de l'élevage, du lait, du beurre, et bien entendu des produits qui viennent de la mer, consommés toute l'année, mais spécialement pendant le carême également. Donc on trouve parmi les produits de la mer des poissons tels que le maquereau, la sardine. On trouve aussi des coquillages, des crustacés, donc des crabes, des huîtres, des moules. Ce qui fait qu'on a une alimentation des Bretons plutôt diversifiée par rapport à d'autres provinces. Donc une alimentation, puis des boissons aussi. Boisson locale par excellence, le cidre. Et puis boisson partiellement locale, mais qui vient surtout du Bordelais pour la consommation bretonne, le vin également. Donc des consommations générales et puis des consommations aussi qu'on peut différencier entre les catégories de population. Là, j'ai bien entendu parler des ruraux, des populations paysannes, bien sûr. Mais on a aussi au XVIIIe siècle des aliments qui contribuent à différencier socialement nos Bretons, puisque on a des produits qui de plus en plus viennent des Antilles, des produits qui viennent d'Asie également. Alors on peut citer le sucre, on peut citer le café, on peut citer aussi des produits d'épicerie comme le thé, le poivre, qui, eux, concernent d'abord les urbains et d'abord les élites, mais qui, au XVIIIe siècle, on peut l'observer, se diffusent progressivement également dans les campagnes. L'approvisionnement des particuliers, notamment à la campagne, se fait lors des foires et des marchés principalement, mais vous commenciez à l'évoquer. Le XVIIIe siècle est une période d'essor pour les boutiques, mais avec des différences entre ville et campagne. Là où elles sont bien moins nombreuses à la campagne, et principalement tournées vers des boutiques d'approvisionnement en pain, donc des boulangeries ou des boucheries, qui sont pas ouvertes tous les jours, mais parfois simplement le vendeur s'adonne à cette activité 1 ou 2 fois par semaine. En ville, on va surtout avoir davantage de boutiques et surtout une fréquence d'ouverture qui est quotidienne ou quasi quotidienne. Entrons donc chez Charles Lemaire, à Rennes. Qui est-il ? Il se présente comme marchand épicier, marchand de vin et marchand de cidre. Alors on ne sait pas quand il commence sa carrière de marchand, on n'a pas de source là-dessus. Toujours est-il qu'il semble installer sa boutique qui se trouve au sud de la Vilaine, au niveau de la rue du Tronc-Joli, ce qu'on appelle la Porte Toussaint, en 1785, peut-être 1784, mais on a un document de 1785 qui nous dit qu'il aménage sa boutique, puisque c'est une facture d'un menuisier qui vient installer dans sa boutique des meubles et qui vient aussi installer une cloison entre la boutique et l'espace privé, parce que c'est une des caractéristiques des boutiques et des marchands modestes ou moyens, c'est que l'espace privé et l'espace
on va dire, publics de la boutique sont fréquemment les mêmes. Parfois, ils ne sont pas du tout séparés. On a la boutique qui donne sur la rue et l'arrière-boutique qui finalement est un espace de vie familiale où on va trouver des éléments de cuisine, on va trouver des lits, on va trouver une armoire. Tout cela dans une organisation qu'on peine parfois à retrouver lorsqu'on lit les sources. Mais en tout cas, chez Charles Lemaire, on a une cloison qui sépare sa boutique et ce qu'on appelle son appartement, c'est-à-dire l'endroit où il vit avec sa famille. Et que trouve-t-on dans la partie dédiée à la boutique elle-même ? On trouve tout d'abord des objets essentiels à son commerce et essentiels à son activité. C'est-à-dire que chez tout marchand, quel qu'il soit, épicier ou autre, on va trouver des poids et mesures. On trouve des balances, on trouve des poids, on va trouver aussi des ustensiles pour mesurer, donc par exemple des chopines, qui visent à mesurer la quantité des denrées qu'il va pouvoir vendre. On va retrouver des planches qui servent aussi probablement d'étagères, une armoire pour ranger tout cela. Et puis, ce qu'on appelle une montre de boutique, c'est le comptoir de la boutique, où il va pouvoir présenter, échanger, recevoir son argent également. Donc du mobilier pour stocker l'ensemble des marchandises qu'il va pouvoir vendre à ses clients. Et donc, côté marchandises, que peut-on acheter chez Charles Lemaire ? On va trouver tout d'abord des épiceries, du poivre, de la cannelle, des clous de girofle par exemple. On va trouver d'autres produits ultramarins comme le café. Alors il vend essentiellement du café des Antilles. On ne trouve pas chez lui du café de Moka, qui est le plus cher. On va trouver uniquement du café des Antilles. On va trouver du sucre de différentes qualités. Il vend du sucre en pain, de la cassonade, et puis il vend aussi du sucre blanc qui est plus raffiné et qui est donc plus cher. On va trouver du thé, du chocolat aussi en petite quantité. Il vend aussi du poisson, salé bien entendu, de la morue qu'il fait venir de Saint-Malo. Il vend aussi, lorsque c'est la saison, des sardines pressées. Il vend également des fruits secs, pruneaux, raisins. Il vend de l'huile d'olive, il vend aussi du fromage de Hollande. Et puis, bien entendu, mais ça il ne les stocke pas dans sa boutique, des vins, des cidres et de l'eau de vie qu'il va stocker dans des caves à proximité de sa boutique. Alors on imagine que ces clients sont des personnes plutôt aisées pour pouvoir s'offrir ce genre de produits ? Alors ce sont des marchandises qui pour certaines sont onéreuses, mais qui sont vendues en très très petite quantité. Mais on se rend compte à lire son bilan de faillite que sa clientèle est essentiellement locale. Alors peut-être que son bilan de faillite n'indique pas tout aussi, mais toujours est-il que les individus qui sont mentionnés vivent dans les rues adjacentes de celle du Tronc-Joli. Donc rue Vasselot par exemple, il a une partie de sa clientèle. On va un petit peu plus loin avec quelques clients qui sont situés Faubourg l'Évêque. Et puis, un client, on remonte au-delà de la Vilaine, au nord de la Vilaine, avec la rue des Trés. Mais globalement, ils sont tous situés dans un rayon de quelques dizaines de mètres autour de sa boutique. Sociologiquement, ça reste très difficile de cibler les personnes auxquelles il vend. Mais voilà, on peut penser à peut-être d'autres marchands pour leurs approvisionnements, peut-être une petite bourgeoisie, mais jamais des parlementaires. Jamais une élite qui plutôt, elle, est située au nord de la Vilaine et qui va s'y approvisionner. La correspondance, jointe au dossier de faillite, permet aussi de comprendre les réseaux commerciaux locaux et internationaux indispensables à l'approvisionnement de sa boutique. Alors, il a plusieurs canaux d'approvisionnement, Charles Lemaire. De manière générale, il s'approvisionne pour le vin à Bordeaux. Et puis, ensuite, il a deux ports d'approvisionnement, Saint-Malo et Nantes. Tous les produits ultramarins qui viennent des Antilles, il les achète à Nantes chez un commissionnaire. Alors, on trouve essentiellement un commissionnaire qui s'appelle Deschamps, avec qui il entretient une correspondance régulière. Deschamps, lui, s'approvisionne auprès de négociants, et donc il va revendre, moyennant une commission, des produits à Lemaire. Alors, les deux échangent régulièrement par lettre. Lemaire peut s'adresser à Deschamps pour lui passer une commande. Deschamps va exécuter, puisque c'est le commissionnaire, donc moyennant finance, il va lui acheter ce qu'il souhaite, et inversement, par contre, une fois que l'acquisition a été faite, Deschamps va lui écrire pour dire qu'il a acheté ce qu'il souhaitait, de la bonne qualité, au bon prix, et qu'il va lui faire partir cette marchandise dans les plus brefs délais. Nantes, le 26 septembre 1786. Je viens de recevoir votre lettre en date du 22 de ce mois, par laquelle vous me demandez d'acquérir des articles dont je vous ai donné le prix courant à la date du 13 août. Je vous expédie donc dès demain du café commun à 18 sols la livre, du savon et du sucre jaune. Pour les produits ultramarins, pour les produits antillais du moins,
l'approvisionnement est exclusivement nantais. En revanche, pour les produits qui viennent d'Amérique du Nord, donc pour la morue par exemple, que vend aussi Charles Lemaire, là l'approvisionnement se fait par Saint-Malo. Les produits viennent par la route de Saint-Malo, chargés de la même manière que pour Nantes d'ailleurs, sur des charrettes, par des rouliers. Là encore, le maire va entretenir une correspondance avec des commissionnaires malouins qui vont lui acheter la morue qu'il souhaite ou qui vont lui prendre l'initiative de lui proposer aussi des produits qui pourraient l'intéresser. Donc il y a la morue. En saison, il y a aussi la sardine. Et là, on peut observer des commissionnaires qui, pour plusieurs d'entre eux, se pressent d'écrire à Charles Lemaire en disant que la sardine arrive et qu'il faudrait sans doute se dépêcher puisque il y a d'autres acquéreurs potentiels, que la saison est courte. Et donc eux sont les plus à même, bien entendu, de le fournir pour le meilleur prix, pour le meilleur en tout cas rapport qualité-prix. On n'a pas les écrits de Charles Lemaire, mais lorsqu'on soupçonne que Charles Lemaire n'a pas été satisfait d'une précédente livraison, on voit le commissionnaire s'empresser de lui écrire en disant que cette fois-ci, la sardine est de la taille souhaitée, que la morue est de belle taille, que le fromage est très beau, parce qu'il s'approvisionne aussi en fromage de Hollande auprès de ses commissionnaires malouins. J'espère que vous serez content de cet envoi, vous envoyant le plus beau poisson de Saint-Malo, car vous vous plaignez de la première morue. Quant au fromage, c'est la plus belle pâte qu'il soit venu. J'espère que vous serez content du tout. Vous aurez la bonté de m'envoyer votre billet à 3 ou 4 mois. Quant à la vieille morue que vous nous demandez, je n'en ai pas trouvé. Comment tous ces produits, dont certains sont fragiles, arrivent-ils ensuite à Rennes ? Une fois qu'on a les produits, encore faut-il qu'ils arrivent à bon port. Plusieurs possibilités sont envisagées par les marchands pour faire venir les marchandises à bon port. Alors, en Bretagne, globalement, le moyen le plus utilisé, c'est le cabotage. C'est-à-dire que lorsqu'on a un transport de port à port, eh bien, on utilise la mer. Par contre, pour venir à Rennes, c'est tout de suite plus compliqué. Dès lors, 2 options sont possibles, notamment pour les produits qui viennent de Nantes, où on fait remonter les produits via la rivière de Vilaine, ou alors on les fait remonter par la route. La rivière de Vilaine est difficilement navigable, d'autant moins navigable l'été lorsque les eaux sont basses et l'hiver lorsque la navigation est compliquée. La navigation par la Vilaine impose souvent ce qu'on appelle un transbordement, c'est-à-dire un changement de bateau à Redon, parce que entre Redon et Messac, il faut passer des écluses, les bateaux doivent être à fond plat. Et parfois, les produits sont amenés à rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois à Redon. De fait, cette solution n'est envisagée que pour les gros volumes de marchandises, par exemple les grains, par exemple les vins. Pour les menus denrées, en revanche, la route est systématiquement privilégiée par à la fois le marchand qui achète et les commissionnaires qui se posent régulièrement la question de ce qu'ils doivent faire. Charles Lemaire, lui, fait toujours appel à un roulier, quasiment tout le temps. C'est un roulier qui donc lui a ce qu'on appelle une lettre de voiture et donc moyennant un salaire doit dans un délai précisé sur la lettre de voiture, malheureusement pour Charles Lemaire on n'en a pas, mais en tout cas il doit fournir et doit transporter les marchandises de Nantes à Rennes. Alors il n'a pas que les marchandises de Charles Lemaire dans sa charrette, probablement en a-t-il d'autres, probablement fait-il aussi des étapes, mais on ne sait pas où, et tout cela entraîne en tout cas une nécessité de bien emballer les marchandises pour les conserver, une nécessité de bien les protéger parce que dans cette charrette, potentiellement, on a plein de produits différents qui peuvent s'abîmer les uns les autres aussi. Et donc ça demande une organisation bien rodée. Je vous donne avis que j'ai chargé ce jour sur la charrette de Caron, roulier de cette ville, 2 barriques de fromage pesant net 600 livres et 3 belles grandes morues vertes d'un poids de 600 livres. Il faut donc imaginer beaucoup d'activités au bord de la Vilaine, mais aussi sur les routes. Les routes sont très fréquentées. Le problème des routes bretonnes, c'est qu'elles sont en très mauvais état. Et régulièrement, les marchands se plaignent justement à l'intendance. Ils envoient des courriers. C'est le cas notamment d'un certain nombre de négociants malouins, indiquant que c'est très difficile de faire correctement son travail, pour la simple et bonne raison que l'entretien du réseau routier n'est pas bon. Dans la deuxième moitié quand même du XVIIIe siècle, on a une amélioration de ce réseau routier. Le nombre de kilomètres de voies praticables par les charrettes augmente considérablement. Néanmoins,
On observe toujours, et c'est encore le cas aujourd'hui, une disproportion de ce réseau breton, un déséquilibre plus exactement de ce réseau breton, avec finalement 2 voies principales qui vont de Nantes jusqu'à Quimper, qui vont de Rennes jusqu'à Brest en passant par Saint-Brieuc, et une route principale rejoignant Quimper et Brest. La traversée nord-sud de la province est beaucoup plus compliquée. Nous arrivons donc par la route au centre de Rennes et le 8 juin 1787, Charles-le-Maire fait faillite. Sait-on pourquoi ? Il va faire un premier courrier au mois de mai 1787 où il invertit le consulat. Donc le consulat, c'est l'ancêtre de la chambre de commerce. C'est lui qui va enregistrer les faillites, qui va régler les différends entre les marchands également. Et dès le mois de mai, il avertit par un courrier le greffe du consulat qu'il a des difficultés et qu'il souhaiterait étaler le paiement de ses dettes, en disant que voilà, il a des créanciers, qu'il a bien conscience qu'il faut les payer, mais que pour l'instant, il souhaite un étalement. Que se passe-t-il entre le début du mois de mai et le début du mois de juin ? On ne le sait pas, mais toujours est-il qu'au mois de juin, il dépose son bilan et comme généralement les marchands le font lorsqu'ils déposent leur bilan, il va expliquer pourquoi il a des difficultés, puisque son objectif, c'est que ses créanciers soient le plus cléments possible avec lui. Le sieur Lemaire prie ses créanciers de vouloir bien lui accorder un tiers de remise et un délai de 4 ans, pour payer les 2 autres tiers en 4 paiements égaux. C'est une faveur qu'il espère que ses créanciers voudront bien lui accorder. Il va expliquer qu'il a des relations commerciales qui l'ont conduit à avoir des difficultés puisque certains de ses partenaires ont fait faillite. Donc ça le met lui dans l'embarras puisqu'il devait de l'argent. Donc ça c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est qu'il explique que dans les mois qui précèdent, il a subi des vols. Et effectivement, dans son dossier de faillite, on trouve sa déclaration de vol, la déclaration qu'il a faite pour plusieurs centaines de livres de marchandises. Et dernier atout pour lui, en tout cas dernier élément qu'il évoque, c'est la maladie de sa femme. Alors très souvent, il faut savoir que c'est un argument évoqué par les marchands, les maladies des proches, les maladies du marchand, des difficultés de cet ordre-là qui empêchent de commercer. Là, en l'occurrence, c'est vrai, puisque Charles Lemaire perd sa femme en 1786 et qu'à l'appui de ces difficultés, il fournit dans son dossier de faillite toutes les factures, ou du moins une partie des factures de l'apothicaire à qui il a dû acheter de nombreuses drogues, puisque le terme est utilisé à l'époque, pour soigner la maladie pulmonaire de sa femme. Donc elle décède, et on apprend aussi que l'un de ses enfants a dû aussi bénéficier de soins qui lui ont coûté beaucoup d'argent. Les pertes qu'a essuyées le sieur Lemaire, les dépenses que lui ont causées la maladie de feu son épouse, le vol qui a été fait chez lui il y a quelques mois, ont mis le sieur Lemaire dans l'impossibilité de satisfaire ses créanciers et le forcent de mettre sous les yeux l'état de ses affaires. L'objectif, pour lui, c'est de montrer à ses créanciers qu'il n'est pas un mauvais gestionnaire. Il a fait faillite parce que ses difficultés ne sont pas liées à un problème dans la gestion de ses affaires, mais ce sont des difficultés qu'il ne maîtrise pas. Il n'en est pas responsable. Et c'est tout l'enjeu ici, pour celui qui fait faillite, c'est de montrer l'honnêteté de son commerce. Il n'a pas volonté de tromper ses créanciers, il veut faire son métier du mieux possible, simplement un certain nombre de facteurs l'ont empêché de bien commercer. Et dès lors, ça conduit le marchand, alors Charles Lemaire comme les autres marchands qui font faillite, à demander un arrangement, un accommodement à ses créanciers. Alors il y a deux types de requêtes qui sont possibles. Il peut demander une remise de dette, ce qu'il fait, et il peut également demander, pour l'argent qu'il va lui rester à rembourser, un étalement des paiements. Les créanciers décident de visiter la boutique pour vérifier les déclarations, signe qu'ils ne font peut-être pas tout à fait confiance à l'épicier. Le compte-rendu de cette vérification produit un document précieux de plus pour l'historien d'aujourd'hui. Et comment se termine l'histoire pour Charles Lemaire ? Dans ce dossier, le syndic des créanciers, c'est-à-dire l'association entre guillemets des créanciers, fait un peu moitié-moitié. C'est la particularité de ce dossier, c'est-à-dire qu'il décide de vendre une partie de ses biens, mais pas tout. C'est du matériel, ce sont des fûts, des emballages, des poids, des balances. Et bien avec cet argent récolté à l'issue de la vente, ils se le répartissent. Et en même temps, ils ne vendent pas tout. La faillite a lieu en juin, la vérification des biens a lieu de mémoire le 21 juin.
La vente dans les jours qui suivent, c'est le 26, 27, 28 juin. Et au mois de juillet, on lui rend les clés de sa boutique. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir continuer à commercer. On n'a pas tout vendu, il reste des choses. On a vendu une partie pour éponger rapidement une partie des créances, notamment pour payer le loyer de la boutique. C'est ça qui inquiétait une partie des créanciers. Une autre partie, notamment un commissionnaire en vin bordelais, récupère une partie de son argent avec la vente des biens, récupère aussi quelques barriques qu'il avait fournies parce qu'elles n'ont pas été vendues, donc c'est une manière comme une autre de se faire rembourser. Mais il déclare, ce commissionnaire bordelais, qu'il va lui laisser plusieurs années pour se faire rembourser. Donc on peut comprendre, on n'a pas de source sur l'après-faillite de Charles Lemaire, mais les quelques pistes que nous avons nous indiquent qu'il va pouvoir continuer à faire son commerce. Les documents de faillite qui se trouvent dans les fonds du consulat de Rennes ne nous indiquent pas que ce marchand fait une deuxième faillite, ce qui est le cas d'un certain nombre d'entre eux. Donc s'il ne fait pas de deuxième faillite, ça veut dire que dans les mois qui suivent et les années qui suivent, il a continué ou il a commencé à rembourser ses créanciers et que ceux-ci décident de le laisser poursuivre. C'est assez courant à l'époque, la faillite n'est pas synonyme d'arrêt de l'activité ? C'est pas toujours vécu comme un échec, la faillite, c'est-à-dire que c'est vécu comme une étape où on va un peu mettre à plat, on va essayer de prouver son honnêteté à ses créanciers, mais une étape pour rebondir. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la faillite comme la fin du commerce, mais comme une étape, et on va poursuivre plus exactement, son commerce ensuite. L'Almanach est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Nicolas Amaury et Anna Quéré. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications. Retrouvez également la série sur le mur des podcasts de Ouest France et sur l'antenne de Radio Boa et des radios associatives et locales de la Corlab.